Dans cette vidéo, je vais parler de la source de la matière première qu'on peut retrouver dans les compléments alimentaires que j'appelle la nutrition de laboratoire. Donc là, on va rentrer en profondeur sur cette thématique-là et je ferai des vidéos détaillées de chaque complément dans des vidéos séparées pour vraiment que ce soit plus simple pour tout le monde. Déjà, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les 7 raisons pourquoi moi je ne suis pas convaincu du tout par la nutrition de laboratoire, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien dans la description pour que vous ayez la map de ma pensée. Maintenant, dans cette première vidéo, j'avais parlé succinctement que ce qui se passe, c'est que dans la nutrition de laboratoire, même si un produit à la base, il peut être naturel, il va subir beaucoup de réactions chimiques en réactions chimiques en réactions chimiques jusqu'à l'encapsulage pour qu'il soit consommé. Ce qui fait qu'au final, on ingère une matière première qui est un produit complètement mort. Donc ça, je l'avais abordé dans cette vidéo des 7 pourquoi je ne suis pas convaincu par la nutrition de laboratoire. Et j'avais aussi apporté un disclaimer parce que dans la vie, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est sur la nutrition de laboratoire qui est faite par exemple à base de plantes. Cette nutrition de laboratoire, c'est simplement des plantes qui sont séchées, qui sont broyées et qui sont encapsulées. Il peut après y avoir des substances qui sont rajoutées dans l'encapsulage pour gagner du volume ou de la conservation, même si à la base il n'y en a pas besoin parce qu'un produit sec naturel n'a pas besoin de produits de conservation, mais les industriels rusent toujours pour gérer au mieux leurs coûts. Mais ça, c'est une nutrition de laboratoire à part. Moi, je me concentre vraiment sur ceux où il y a beaucoup de réactions chimiques parce que c'est ceux-là qui sont le plus dramatiques. Dans cette vidéo, j'avais aussi énuméré que la nutrition de laboratoire vient principalement de pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Amérique latine, comme Israël. Et là, on peut se poser la question sur la qualité des produits parce que ce sont des pays qui utilisent des produits que nous, on n'utilise pas en France, qu'on n'utilise pas en Europe parce qu'ils sont dits cancérigènes, qui sont dits toxiques pour le corps, qui sont dits pas écologiques pour plein de raisons. Mais dans ces pays-là, ce sont des produits qui sont autorisés. Et du coup, en ingérant cette matière première, on peut se penser, mais est-ce que finalement c'est bon pour moi, pas bon pour moi? Ben voilà, c'est un questionnement qu'il faut se poser parce que et il faut en avoir conscience parce que souvent malheureusement sur les étiquettes, il y a un petit peu un flou sur la provenance des matières premières. J'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler d'une étude qui date de 2025, qui est apparue dans Science, qui compile plus de 1000 études au niveau mondial sur la contamination des sols dans le monde. Et cette étude montre que la Chine, principalement, est contaminée très fortement aux métaux lourds. Donc les métaux lourds, ça peut être le cadmium, ça peut être le plomb, ça peut être l'arsenic. Donc c'est des choses qu'on entend de plus en plus parler parce qu'on la retrouve dans l'alimentation, mais aussi dans la nutrition de laboratoire. Et c'est vrai que les métaux lourds, le corps ne sait pas les éliminer facilement. Ce sont des produits qu'il faut prendre vraiment le moins possible parce que ça a un impact sur notre corps. Et donc cette étude, elle montre donc que la Chine elle est contaminée, donc il y a une source naturelle, mais il y a aussi une source humaine qui est faite via l'industrialisation. On sait très bien que la Chine produit énormément, par exemple, de produits que nous consommons, avec des procédés plus ou moins écologiques. Après, il y a tout ce qui est agriculture, parce que là-bas, ils ont quand même une agriculture intensive, vu le nombre de personnes qu'il y a à nourrir. Et après, ça va être tous les dépôts atmosphériques. Et c'est vrai que les métaux lourds, on voit souvent que les métaux lourds, bah, on les traite, on les purifie. Et on peut avoir cette idée simpliste que purifier, c'est pur, ça veut dire que le produit n'en contient plus. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est purifié, l'idée c'est de diminuer le seuil, diminuer la quantité de cadmium, par exemple, dans le produit, pour arriver au seuil où le produit peut être commercialisé. Donc ça veut dire que quand nous, on consomme un produit qui a été purifié, par exemple au cadmium, on consomme du cadmium. Et le corps, après, lui, il doit faire avec ce cadmium. Et on peut imaginer un vase où on met une goutte, après une goutte, après une goutte. Donc ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, le vase, il va être plein avec goutte par goutte par goutte. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le corps, il va devoir faire au fur et à mesure, avec un seuil de cadmium, par exemple, qui augmente, qui augmente, qui augmente, le corps, il va essayer de trouver des solutions pour s'adapter à ça parce qu'il n'a pas le choix. Donc, en prenant conscience de ce qu'on consomme, d'où ça vient, on peut diminuer déjà la quantité de métaux lourds qu'on ingère et du coup éviter que le corps ait à devoir gérer, à se battre contre ces métaux lourds qui sont vraiment néfastes et toxiques pour le corps. Là, à l'heure actuelle, c'est vrai que la nutrition de laboratoire fait un bond depuis ces dernières années. Donc, les analyses, le recul qu'on peut avoir est
vraiment très faible, mais au fur et à mesure que le temps va venir, on va avoir de plus en plus d'études qui vont montrer l'impact de la nutrition de laboratoire sur le corps et je peux parier que ça ne va pas être des études qui vont être dans le sens de la nutrition de laboratoire. Bien entendu, je mettrai le lien de cette analyse dans la description pour que vous puissiez analyser tout simplement. La deuxième chose que je voulais vous attirer votre attention, c'est sur le fait que la nutrition de laboratoire fait comme toutes les industries, elles utilisent la mondialisation. Parce que c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure que ça provient de la Chine, de l'Inde, mais on peut se dire, mais Christophe, sur les laboratoires européens, c'est marqué que le produit est européen. Et c'est là où c'est intéressant de regarder ce que la réglementation de l'Union européenne dit, c'est qu'elle sécurise, elle encadre la sécurité et l'étiquetage du produit, donc de la nutrition de laboratoire, mais n'impose pas la transparence de l'origine des matières premières. C'est-à-dire que un laboratoire en France ou en Europe peut acheter des matières premières en Chine, en Inde, en Amérique latine, les faire venir dans son laboratoire, faire des petits ajustements, de respecter les seuils, etc., combiner les produits entre eux, encapsuler et dire tranquillement que c'est un produit français, que c'est un produit européen. Et il y a simplement besoin de regarder sur les sites de ceux qui vendent de la nutrition de laboratoire en ligne. Quand on regarde ces sites-là, ceux qui ont une tendance naturelle, écologique, ils vont mettre tout ce qu'ils mettent en place pour ce côté écologique. Mais quand on regarde la liste des ingrédients, de la mélatonine reste de la mélatonine, du magnésium reste du magnésium, etc. Et du coup, ils jouent un petit peu, ils utilisent ce biais-là que les États et les réglementations permettent pour justement se fournir en produits, mais sans avoir ce côté transparent à 100%. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que les personnes pensent que c'est bon, c'est un produit français, c'est un produit européen, je suis à l'abri des métaux lourds, par exemple, si on peut reprendre encore cet exemple. Mais au final, ce n'est pas du tout le cas. En ingérant les comprimés les uns derrière les autres, on fait monter son taux de métaux lourds au fur et à mesure et le temps, malheureusement, joue en votre défaveur. Et maintenant, je vais vous parler d'une analyse de 2024, parce que celle de 2025, elle n'est pas encore sortie, de la Commission européenne dans l'annuel report Analyse Cooperation Network, qui rapporte que principalement la nutrition de laboratoire qui est vendue en ligne, donc ça concerne principalement ces produits-là, que 60% des cas sont signalés avec un risque potentiel pour la santé. Un risque potentiel pour la santé. Plus d'un cas sur deux des produits signalés, il y a un risque potentiel pour la santé. Soit ça va être de la toxicité, soit ça va être du surdosage, soit ça va être de la contamination. C'est-à-dire que, et c'est fou, ça veut dire que sur le marché, on retrouve des produits qui sont impropres à la société. Et ce qui se passe, c'est que les produits peuvent être commercialisés. Le professionnel, il a besoin de faire quoi pour commercialiser un produit? C'est qu'il a besoin de respecter une liste d'ingrédients, de faire une déclaration à la DGCCRF et basta. C'est-à-dire que tant que les personnes ne disent pas ce produit-là, il y a un problème, ce produit-là a un problème et il faut qu'il y en ait plusieurs, bah, le produit peut être commercialisé. Donc ça met du temps avant que le produit soit retiré du marché. Et pendant ce temps-là, il y a des personnes comme vous, comme moi, qui peuvent acheter ces produits-là et être contaminés. Donc 60% des cas, il y a un risque potentiel pour la santé. Et 70%, donc c'est encore pire, il y a une fraude agroalimentaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la nutrition de laboratoire est considérée comme un produit alimentaire. On peut se retrouver avec un produit où il y a des ingrédients qui ne sont non listés, c'est-à-dire que le professionnel ne dit pas qu'il met un produit alors qu'il est bien dedans. Ça peut être un médicament pour augmenter l'effet. Ça peut être encore pire, un analogue. Un analogue, ça veut dire un médicament, par exemple, qui est refusé, qui n'est pas autorisé sur le marché français. Ben, l'analogue, on va prendre la molécule qui permet de faire marcher ce médicament-là. On va faire une molécule de synthèse qui a fait les mêmes effets, sauf que c'est notre composé chimique. Du coup, ça passe en dessous des radars. Les industriels sont pleins d'imagination pour pouvoir être fourbes, surtout les personnes malveillantes. Hein. Ça ne fait pas la globalité, mais il y en a quand même sur le marché, pour justement passer en dessous des radars. Et dans ces 70%, ça peut être aussi des falsifications d'informations. C'est-à-dire qu'on va dire que cette nutrition de laboratoire te permet de pouvoir augmenter ta santé, vaincre une maladie, etc. Alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que cette nutrition de laboratoire a cet impact. Et la nutrition de laboratoire n'est pas un médicament, donc n'est pas vouée à combattre des maladies. Donc c'est fou quand même qu'on puisse penser que la nutrition de laboratoire, elle est bonne pour le corps. Prendre un petit cacheton, ça ne peut pas faire de mal. Il faut sortir de ce dogme-là parce qu'effectivement, ce qu'on ingère jour après jour a un impact sur son corps
positifs et négatifs, ou plus négatifs que positifs. Donc, il faut juste savoir où se positionner par rapport à ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour informer les personnes, pour savoir vraiment ce qu'elles consomment et ainsi prendre leur vie en main et leur santé en main parce que c'est important. Donc, dans les prochains jours, je vais sortir des vidéos sur chaque complément qui me paraît important que vous ayez les informations. Si vous souhaitez que je parle de certaines nutritions de laboratoire précisément, n'hésitez pas à le noter en commentaire pour que je puisse me faire un plaisir d'étudier ce complément-là particulier et pouvoir faire une vidéo dessus.